That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la troisième fois Jean-Baptiste Autoré qui était venu une première fois pour parler de son livre sur Michael Mann il y a quelques semaines de cela. Et puis, il y a quelques jours, il était venu aussi pour parler de son film, dernier film qui est sorti en date, Michael Cimino, Un mirage américain. Aujourd'hui, on va parler donc d'un autre livre que vous pouvez retrouver, qui est là, qui est bien présent et qui est assez particulier. Je vous soupçonne d'écrire des livres et de faire des films pour venir chez Microciné. Ah oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Depuis que j'ai fait l'émission avec vous sur Michael Mann, je me dis que c'est the place to be. Donc voilà, j'essaie de produire un maximum. Et je pense, ouais. Mais arrêtons d'en parler, ça va vous faire encore plus de mal. Je vais quand même montrer l'image parce que j'ai bien prévu. Voilà, c'est des écrits qui s'intitulent Quelle était verte ma vallée. C'est écrit sur le cinéma et je remontre à de nouveau. C'est édité chez Magnani et je salue les éditions Magnani sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu, pour l'aide apportée en tout cas. Et donc c'est un recueil de textes que l'on peut trouver dans des revues comme Libération, enfin dans des quotidiens comme Libération, dans les cahiers du cinéma, dans les dossiers de presse aussi, un peu partout. Je crois que c'est sur 20 ans si je me trompe pas. C'est très simple. Comment on fait? Déjà, pourquoi à un moment on se pose pour se dire tiens, ça serait intéressant peut-être de faire une espèce de débriefing voilà. Et deuxièmement, surtout, quel texte je vais choisir? Écoutez, alors à la première question, je vais vous décevoir parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de ce livre. C'est l'éditeur Julien Magnani, qui s'occupe donc de ces éditions, qui était venu me voir à l'issue d'une projection de We Blew It il y a 4 ans. Il m'avait dit j'aimerais bien publier tous les textes que vous avez écrits, à l'exception des livres évidemment. Et moi sur le moment, et pendant, je lui dis mais non. Je veux dire, d'abord, j'ai pas du tout cette espèce de rapport rétrospectif à mon travail à moi-même, une fois qu'un livre est fait, ou maintenant un film. En fait, ça vit sa vie, ça rencontre des gens, en fait, voilà. J'ai plutôt une tendance toujours à penser au film ou au livre d'après, plutôt qu'à faire un recueil de mes propres textes. Et puis, il y a un côté un peu muséal, un peu sépulcral, bon. Et lui, ce qui est assez intéressant, c'est que donc il va revenir à la charge très très régulièrement en me disant mais Jean-Baptiste, pensez-y quand même. Et puis petit à petit, je me laisse prendre au jeu en réalité. Au début, je pense qu'il n'y a pas de livre parce que je suis pas très friand moi des recueils ou des anthologies, à part évidemment quand on s'appelle Serge Danet ou des gens comme ça. Je dis, c'est quoi le sens de ça, à part une petite satisfaction personnelle, un peu narcissique, de se dire qu'on a un livre un peu gros, parce qu'il fait quand même 500 pages, avec ses propres textes. Et puis petit à petit, voilà, il va revenir à la charge et je commence à réfléchir à cette idée, en me disant, mais tiens, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut que je sélectionne effectivement des textes. Il y a plein de textes, vous savez, en 20 ans, parce que moi j'ai arrêté de faire de la critique en 2015, pas de faire des livres mais de la critique, mais 20 ans c'est beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous écrivez pour des collectifs, des revues, des quotidiens, des bouquins, des préfaces, des actes de colloques, enfin d'ailleurs, et moi-même il m'a fallu du temps avant de remettre la main sur l'essentiel des textes. Ils étaient dans des disques durs, certains sont perdus, je ne sais même plus où ils étaient. Bon. Alors, une fois qu'on a commencé à se laisser, en fait, pas convaincre, mais en tout cas séduire par l'idée, on se dit, bon, peut-être, pourquoi pas, mais à ce moment-là, est-ce que ça tient? Et donc, j'ai relu pas mal de textes que j'avais écrits, et il y en a énormément, je me suis dit, oui, mais ça, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus de les publier. Ou en tout cas, le désir de le reprendre est trop fort. Et puis, le désir de le reprendre est trop fort, et l'envie de me replonger dedans n'est pas suffisante, quoi. Et puis petit à petit, je me suis dit, il y a quand même, voilà, ces textes-là, certains, ça peut être intéressant. Et puis, et voilà. Et presque pour moi, je trouvais presque intéressant de récupérer comme ça des textes qui viennent d'horizons différents. Moi, je tenais beaucoup à ça au départ. C'est de surtout pas faire une anthologie avec des textes uniquement parus dans des endroits dits prestigieux. Hein, parce que quand on fait de la critique de cinéma, qu'on écrive une chronique pour Charlie, une nécro pour Libération, un texte pensé pour Trafic ou une préface, c'est le même qui écrit. Et je voulais pas hiérarchiser.
Ça, c'est important, parce que la critique, elle est partout. C'est-à-dire que quand on écrit, parfois, on a un texte d'une page et demie ou deux pour Libération, on a atteint une vérité supérieure à un texte sur lequel on a travaillé pendant 2 semaines avec note de bas de page pour une revue universitaire. Vous voyez? Donc, je voulais pas du tout d'hiérarchie. C'était plutôt qu'est-ce qui tient encore aujourd'hui la route dans un trajet un peu général de pensée critique ou une pensée qui elle-même a évolué d'ailleurs et qui a même des obsessions. Alors, on voit bien combien des choses vont et reviennent. Vous voyez, ça doit être mon côté amateur du maniérisme sur lequel il y a un texte d'ailleurs. On revient toujours. En fait, on écrit à peu près toujours le même texte, me semble-t-il. Mais on revient dessus et puis on l'améliore et on l'amende, etc. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. La sélection de textes, sachant qu'il fallait pas dépasser 500 pages pour des raisons d'ailleurs presque économiques en réalité. Et puis je pense que c'est décourageant pour n'importe quel lecteur de rentrer dans un livre. Déjà 500 pages, c'est beaucoup. Et après de là, avec Julien, voilà, je lui ai fait des propositions. Je lui ai dit, je garderais bien ces textes-là. Voilà comment les organiser. Comment les chapitrer. Alors, je voulais pas du tout que ce soit une organisation chronologique. Parce qu'il y a des moments où on a des textes qui sont, je dirais, qui sont plus récents du point de vue de la pensée que leur âge civil. C'est comme les films. Il y a des textes écrits en 2002 plus intéressants qu'en 2015 et inversement. Et donc, voilà, on a chapitré comme ça en plusieurs séquences, avec une dernière séquence consacrée à un très long texte que j'avais écrit pour les Cahiers Berne à l'époque sur Jean Baudrillard. Je savais qu'il fallait que ça commence par Ford. En gros, je connaissais le point de départ, hormis la préface, bien sûr, que ça allait commencer par Ford, évidemment un texte très court sur Quelle était verte ma vallée, et que ça allait se terminer par Baudrillard, qui avait été pour moi une des focales importantes de ma lecture du cinéma américain, qu'il est un peu moins maintenant, mais qu'il a été terriblement pendant une 12 ou une quinzaine d'années. Et je trouvais qu'entre Ford et Baudrillard, il y avait à peu près le spectre de la façon dont j'avais un peu arpenté l'histoire du cinéma, et en particulier américain, mais pas seulement, quoi. Et d'ailleurs, dans le texte sur Ford, le court texte qui s'appelle Sur quelle était verte ma vallée, vous parlez de Michael Cimino et surtout de Peter Bogdanovich, qui a disparu récemment, et on va dire cette émission lui est dédiée. Voilà. Il y a des textes que vous ne souhaitiez pas voir dans ce livre. Pour quelle raison? Alors, en fait, la raison pour laquelle, à mon avis, on supprime des textes, mais je pense que chacun aurait ses raisons, hein. Mais les miennes, je dirais qu'elles sont de 2 ordres. Première raison, les textes trop universitaires. Parce que moi, j'ai fait l'université, j'ai travaillé dans des revues universitaires, j'ai fait des colloques ou autres, avec ces textes qui ont pour moi, le travers universitaire, la succession de micro-idées ne fait pas une idée. Et quand on apprend à lire certains auteurs, on se rend compte par moments que la complexité, que le jargon, etc., en fait, sont parfois un peu des cache-sexe d'une vision, d'une idée claire, limpide et précise qui va vous toucher, vous pénétrer. Hein, quand vous lisez des textes, moi, c'est toujours ce que je dis à des gens qui lisent ou quand j'enseignais, etc., c'est qu'est-ce qu'on retient comme idée d'un texte qu'on a lu. C'est un texte capital. Pour moi, un grand texte critique ou un bon texte critique, c'est un texte dont je retiens une idée. Pas 3, 4, 5. Personne ne retient 3, 4, 5 idées. Non, un texte, c'est une idée pour moi. Et quand j'ai écrit les textes, c'était toujours arriver vous savez, comme on polirait une pierre. C'est une seule idée. Or, le texte universitaire, il a le travers, très souvent pour moi, d'avoir plein de petites idées, mais pas de vision. Hein, alors, la critique, pour moi, c'est le contraire. Il faut toujours chercher le point juste. C'est une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle m'amuse. J'avais une conversation avec Thierry Jousse. Vous avez fait venir ici oui, Thierry Jousse. Par deux fois, effectivement. Oui. Et il y a 10 ou 15 ans, on avait une discussion, je ne sais plus à propos de quoi. Et Thierry me dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. On parlait de la différence entre universitaire et critique, toujours cette espèce de conflit sur lequel on pourrait revenir. Puisque moi, j'ai été universitaire et critique, donc et j'ai connu des profs ou une génération de gens qui avaient un pied du côté de la critique et du côté de l'université, des gens comme Charles Tesson, par exemple, un peu moins Jean-Louis Letras. Bref. Et Thierry me disait, écoute, moi je pense que la différence entre l'universitaire et le critique, on pourrait la résumer à une métaphore. Un universitaire et un critique arrivent devant un champ qui est vierge.
et tout le monde cherche du pétrole. Ce qui est, tout le monde cherche la bonne idée critique, etc. Le critique, il arrive devant le champ, tout est vierge, on voit rien, et il pointe du doigt 5 ou 6 endroits et dit là, il y a du pétrole. L'universitaire, il arrive 5 ans après avec le matériel, il fore, il voit qu'il y a du pétrole. Voilà. Pour moi, c'est la différence entre le critique et l'universitaire. C'est-à-dire que la critique, il y a une sorte de vision, de vérité, d'instantanéité, on pourrait presque dire de préscience, d'intuition, qui font pour moi la puissance du geste critique. Et alors que le geste universitaire, par moment, vient très souvent en retard de la critique, et on le constate encore plus aujourd'hui, combien très souvent on a le sentiment de lire des textes universitaires ou des livres qui sont à la traîne on pourrait dire de la critique, en tant que la critique a réglé le problème. Elle ne l'a pas démontré, mais elle l'a réglé. C'est pas la même chose, vous voyez. Et donc tous les textes qui pour moi étaient trop universitaires, c'est-à-dire où je sentais que il y avait plein d'idées, ça fourmillait, ça avait l'air comme ça savant, mais en réalité, quand vous vieillissez, vous êtes un peu, vous dupez un peu moins vous-même, tout simplement. Oui, mais à la fin de ce texte de 30, 40, 50 000 signes, c'est quoi l'idée? Une idée. Je veux dire, un bon texte, c'est une idée. Bah, alors ça dit ça, et puis ça dit ça, et puis ça dit ça. Ouais, mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Voilà. Et donc, quand je parle de la critique, c'est au sens le plus haut du terme, hein, ce vers quoi on tend tous quand on écrit. Atteindre, je ne parle pas de la petite critique ou de l'opinion ou de la chronique ou de ce qui se fait majoritairement. Je parle de la critique en tant que presque activité littéraire, c'est-à-dire avoir une haute estime de cette activité-là. C'est vraiment ça. Donc tous les textes universitaires qui pêchaient de ce point de vue-là ont été dégagés. Et puis après, il y a aussi les textes surtout de chroniques hebdomadaires que j'ai écrit pour Charlie, parce que je me suis occupé de la chronique cinéma de Charlie pendant une quinzaine d'années. Donc, c'était quand même un texte, voire 2 par semaine. Et là, bah, comme toujours, c'est-à-dire qu'on a le nez dans le guidon. Il y a des moments où on n'est pas très en forme. Et puis, on est contraint d'écrire sur l'actualité. Et Dieu sait que moi, j'ai lutté contre ça. J'écrivais autant sur ce qu'on appellerait le patrimoine aujourd'hui, en disant aux gens, le film d'actualité aujourd'hui, c'est, je ne sais pas moi, La Rivière Rouge, ou alors Harold des mots d'Alajmi. Ça, c'est de l'actualité. Vous savez, moi, j'ai toujours cette phrase, on parlait de Bogdanovich, cette phrase de Bogdanovich en tête, qui disait toujours, et c'est tellement vrai, il n'y a pas de film nouveau et il n'y a pas de film ancien. Ça ne veut rien dire. Il y a des films qu'on a vus et des films qu'on n'a pas vus. Voilà. Donc, pour moi, un film que j'ai pas. Quand des gens viennent vous voir et vous disent oh, je n'ai jamais vu La Prière du désert, je n'ai jamais vu, je ne sais pas, Tristana, ou j'ai jamais vu Le Guépard. C'est extraordinaire. Il y a un nouveau film qui les attend. C'est ça, les nouveaux films. C'est pas le film qui vient de sortir. Bon. Et donc, tout ça pour dire que voilà, dans ces chroniques-là, très souvent, on n'est pas inspiré, on écrit le texte, mais comme un critique professionnel. Voilà. Or, la critique n'est pas une profession. C'est un état d'esprit. C'est un don qui vous touche parfois. Il faut avoir l'œil. Ce n'est pas parce qu'on écrit des critiques qu'on a l'œil. Et vous allez sans doute connaître autant d'exemples que moi, d'aveugles qui écrivent sur le cinéma. Donc, c'est pas ça. Et donc, moi, j'avais plein de textes. J'avais le sentiment que ça passait à côté. C'était pas intéressant. Ou, repensant au film, j'avais manqué, vous voyez, la ligne de mire. Et donc, je les ai dégagés très, très facilement. Et puis, il y a des textes qui me semblaient plus faibles, plus anecdotiques. Où, vous savez, faire la critique, c'est un peu comme du tir à l'arc. Quand vous faites ça toutes les semaines, évidemment, tous les jours, c'est encore pire. Vous tirez, mais vous ne touchez pas toujours la cible. Mais pour toucher parfois la cible, il faut l'avoir manqué souvent. Elle a été un moment douloureux pour vous, l'écriture? Est-ce que, par exemple, l'écriture en festival, c'était quelque chose, on parlait de Danet, on le sait maintenant, et c'était un exercice qu'il détestait d'écrire dans un festival. Alors, très rapidement, les festivals, ça va être en tant que critique. Quand on y va en tant qu'invité qui vient présenter un film, c'est formidable. Mais quand on y va en tant que critique, c'est sans doute la chose quand je faisais de la critique de cinéma, que j'aimais le moins. Voilà, que j'aimais le moins. Parce que j'avais le sentiment, pour plein de raisons, que c'est pas le lieu où on fait de la critique. Parce qu'on ne peut pas être à un festival, voir 3-4 films dans la journée et penser qu'on va pondre quelque chose d'intéressant le soir. Parce que quand on relit les textes, là, bref, c'est puis le sentiment aussi d'être sommé d'écrire sur quelque chose.
hein. Moi, j'aime bien choisir les films. J'aime bien décider du moment où je vais les rencontrer, où je vais écrire dessus. Voilà. Alors, le festival, c'est tout le contraire de ça. Et puis, c'est du Barnum, le festival. Dans un festival de cinéma, le cinéma, c'est la dernière roue du carrosse, dans la plupart des gros festivals, hein. Moi, je suis allé plusieurs fois à Cannes. J'avais des collègues qui adoraient et qui adorent encore le festival de Cannes. Pour eux, c'est leur moment, c'est le moment c'est le nirvana de l'année. Moi, c'était le purgatoire intégral, hein. Avec le sentiment que c'est la musique, c'est tout sauf ça. Donc, le festival, jamais. Je trouve ça atroce. Et d'ailleurs, à tel point, d'ailleurs, je me souviens à certains festivals de Cannes où je suis allé peu de fois, peut-être 6 ou 7 fois, et toujours contraint, parce qu'on me demandait d'y aller pour une revue, pour la radio, pour Europe 1 ou des choses comme ça. Mais de moi-même, jamais. Parce que quand moi je pense j'ai presque le sentiment, pour vous donner un exemple, c'est que quand vous êtes à Cannes, vous voyez 4-5 films par jour, enfin, si vous y allez pour voir des films, et ça m'est arrivé plus d'une fois de rentrer dans ma chambre d'hôtel le soir à 23h ou minuit et de mettre un film. Et de me dire, tiens. Je comprends. Vous voyez, je comprends très bien. Voir des films, c'est pas voir du cinéma. Voilà. Et donc, j'avais besoin de me rappeler que le cinéma, la raison pour laquelle je suis allé vers ça, c'était autre chose. Et j'allais me remettre, je sais pas moi, mais ça peut être un film de Terence Fisher, un film de Bud Buttiker, un Wellman, n'importe quoi. Mais je voyais tellement de films qui n'étaient pas du cinéma, ou alors, peut-être qu'on en parlera après, de ces films un peu anoblis, vous voyez, mais dont j'avais le sentiment, mais presque la certitude, qu'ils ne passeraient pas la barrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du cinéma. L'actualité, je m'en fous. Honnêtement, complètement. Pour moi, ce qui compte, c'est l'histoire du cinéma, qu'est-ce qui va rester, comment elle va se remettre à l'endroit un jour. L'actualité, il y a eu tellement d'erreurs, enfin, vous le savez aussi bien que moi, hein, c'est pas donner mon point de vue sur un film d'actualité, ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. Et donc, l'écriture douloureuse, non, jamais. Jamais, jamais. Dans le livre, donc il y a plein de textes. Je vais citer comme ça, pêle-mêle. Il y a des textes sur Coppola, sur Wes Anderson, il y a un texte incroyable sur Tati et De Funès. Voilà, il y a pas mal de papiers comme ça. On peut pas tout parler aujourd'hui, ça c'est impossible. En tout cas, j'ai omis de dire que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez trouvé un lien qui renvoie directement au livre afin de vous le procurer. Il y a quelques textes comme ça qui, de par leur thématique, mais aussi sur certaines orientations qui m'ont assez sensibilisé. Et il y en a un, par exemple, ça parle de La prisonnière du désert, qui est entre parenthèses mon film de chevet. Donc il y a certaines choses que je trouve assez intéressantes. Et je voudrais lire juste un petit extrait. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi cet extrait-là. C'est donc page 75 et vous écrivez, le retour de Déby dans La prisonnière du désert pose ainsi une série de questions qui seront au cœur du cinéma américain des années 70 et que posées au même moment, donc en 1956, l'année où le film La prisonnière du désert est réalisé, mais dans un registre différent, le film fantastique, L'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, par exemple. Peut-on revenir indemne de l'ailleurs? Comment cohabiter avec ce qui revient du hors-champ? L'unité du champ peut-elle résister à une présence ambiguë? À quoi enfin ressemble une histoire lorsqu'elle se représente? Cette conjuration naissante du pacte de visibilité qui structurait jusque-là le cinéma classique, voir c'est comprendre et avoir la preuve visible de ce qui est, explique pour partie le statut matriciel du film de Ford pour les cinéastes des 70s. La prisonnière du désert sera ainsi le modèle souterrain de Little Big Man, qui se situe dans le contre-champ systématique du film de Ford, de Pas d'orchidée pour Miss Blandish de Robert Aldrich, une fille de bonne famille capturée par des gangsters, de Taxi Driver, Jodie Foster, captive de proxénètes new-yorkais, du hardcore de Paul Schrader, Susan Sarandon dévoyée par les hippies, de La guerre des étoiles, la princesse Leia, prisonnière des forces obscures, de Voyage au bout de l'enfer, c'est tout à fait logique, le retour de Niro au Vietnam à la recherche d'un frère d'armes qui ne le reconnaît pas, et enfin de Massacre à la tronçonneuse qui imagine une version apocalyptique du récit de captivité avant de lancer l'oncle Dennis Hopper à la recherche de sa nièce, Massacre à la tronçonneuse 2. D'ailleurs, Dennis Hopper, vous écrivez et sur l'acteur-réalisateur, mais aussi sur le film The Last Movie. Voilà, qui est un film assez impressionnant. Pourquoi je vous lis cet extrait? Vous l'avez compris, c'est par le fait que vous contextualisez quelque chose qui soit du cinéma américain, d'une certaine histoire du cinéma américain. Je voulais vous poser cette question.
vous parlez des 70s. J'ai l'impression que les années 80 épousent aussi les questions que vous évoquez dans l'extrait que je viens de lire par rapport au cinéma américain. La première chose, c'est que La prisonnière du désert, en fait, je me suis longtemps demandé pour quelle raison c'était à ce point, enfin, très souvent, un peu comme le Vertigo d'Hitchcock, le film préféré de Ford. Ce qui n'est pas mon film préféré. Vraiment le film de Ford qu'on va citer, et le film fondateur pour la génération qui commence à faire du cinéma à la fin des années 60, donc les Scorsese, De Palma, Coppola, enfin Schrader, tous ces gens-là. Donc, film préféré, bon ça c'est pas très intéressant, mais film matriciel. C'est-à-dire que quoi qu'on en pense, La prisonnière du désert, et c'est un peu l'extrait que vous avez lu, est devenue une matrice d'un certain cinéma dans les années 70. Voilà. Alors après, est-ce que ça continue jusqu'aux années 80? J'y reviendrai, mais en tout cas, grosso modo de 68 à 80, La prisonnière du désert est un modèle souterrain de plein de films. Et d'ailleurs, tous les films que vous avez cités, on pourrait même en citer sans doute d'autres, sont des espèces de relectures, des transpositions, des remakes cachés, enfin peu importe, de la prisonnière du désert. Mais quand on a dit ça, on se dit, moi ce qui m'a intéressé à ce moment-là, quand j'ai travaillé sur Ford, qui était d'ailleurs à l'occasion de ce texte, la fois où j'ai enfin pu voir tous les films de Ford un été, véritablement. Il faut faire ça dans sa vie de temps en temps, il faut faire des cycles sur des cinéastes, je pense que c'est comme ça qu'on rentre dans la vérité d'une œuvre. Et je me suis dit, moi, ce n'est pas mon film préféré de Ford, c'est pas celui qui me parle le plus, en fait, en réalité, mais il y a quelque chose, évidemment, d'essentiel qui s'est joué là. Et donc, puisque c'est devenu une matrice. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et d'où la question du rapport entre le champ et le hors-champ, qui se déplie à partir de ce film-là. D'ailleurs, je dirais même, dans l'histoire du cinéma américain, qui se déplie à partir de deux films de la fin des années 50, qui sont Après le désert en 56 et Psycho en 50. C'est vraiment les deux films qui vont être les deux matrices, on pourrait presque dire, du rapport entre le champ et le hors-champ dans le cinéma américain à venir. Alors, une fois qu'on a dit ça, le rapport entre le champ et le hors-champ, c'est quoi? À ce moment-là, c'est là qu'on rentre dans la question américaine. C'est pas le hors-champ et le hors-champ en tant que c'est un cadre et un hors-cadre. Non, c'est le champ en tant que, dans le cinéma classique américain, le champ, c'est le territoire américain. Donc, c'est le territoire civilisé. Il est l'Amérique qu'on accepte et qu'on désire. Et dans le cinéma classique américain, tout ce que l'Amérique refuse, veut refouler, c'est le hors-champ. D'où le fait que le hors-champ est le territoire du monstre. Et il y a eu toute une tradition, évidemment, du film de monstre américain. Et très souvent, et Danet avait écrit un texte absolument génial là-dessus, dans La Rampe, un recueil d'articles qui s'appelle La Rampe, où il expliquait très bien, je crois que c'est dans Matière grise, combien est-ce que le monstre, l'Indien, l'autre, peu importe son visage, a été dans les années 40 et 50 une sorte évidemment de créature de l'ailleurs, du hors-champ, donc du non-américain. Le cadre est américain, ce qui est hors-champ n'est pas américain. Et le monstre a été utilisé comme une manière d'une certaine manière de ressouder à l'intérieur du cadre à partir du moment où des fêlures commençaient à arriver. Et il citait plein d'exemples. Lorsque des fractures commencent à arriver dans le peuple américain, dans le cadre lui-même, rien de mieux que de lui balancer un monstre, une araignée géante, des fourmis géantes, un extraterrestre belliqueux, etc. Puisque toutes les différences entre les individus dans le cadre vont sembler dérisoires face à la menace atomique ou d'un monstre. Et donc, il avait une expression absolument géniale pour ça, parce que c'est une manière de ressouder artificiellement le peuple américain, donc de réhomogénéiser le cadre, si vous voulez, en fabriquant ce qu'il appelait un collectif de trouille. Voilà, c'est exactement la fonction. Et donc, il y a le monstre d'un côté. Donc, le rapport entre le champ et le hors-champ dans le cinéma américain, il est totalement dialectique, il est totalement politique, puisque le droit au cadre, c'est un droit politique. C'est le droit d'être américain. Sinon, on est dans le hors-champ. Et si on revient dans le cadre, toutes les forces du champ vont se mobiliser pour en expulser. Voilà. Mais le hors-champ, on comprend bien que c'est l'endroit à la fois des monstres, de l'autre, de l'ailleurs, etc. Et alors, ce qui est intéressant avec La prisonnière du désert, c'est que Debbie, le personnage que joue Natalie Wood, dans un premier temps, elle appartient au champ. C'est une américaine. Voilà, et puis, elle va être capturée par les Indiens. Donc, elle est, on pourrait dire, tenue en captivité dans le hors-champ. Alors, le cinéma classique américain aurait fait de Debbie un monstre. Lorsqu'elle revient,
on n'a qu'une envie, c'est de l'expulser, puisque maintenant, elle appartient au territoire de l'autre, et l'autre dans le cinéma sont les Indiens. Peu importe qu'on soit un Indien, un monstre, tout ça, ça remplit la même fonction politique, de cette manière. Mais la puissance, évidemment, du film, c'est que lorsque Debbie va revenir, d'abord, elle revient dans une séquence extrêmement célèbre, enfin, bon, on pourrait multiplier comme ça les occurrences de Debbie, la façon dont elle investit toujours par la profondeur de champ, et pas par le hors-champ. Hein, ce qui est une manière extrêmement subtile et grandiose de la part de Ford de nous dire elle arrive par le fond parce qu'elle a toujours été là, alors qu'arriver par le hors-champ, c'est arriver de l'ailleurs. Hein, comme quoi, de simples détails de mise en scène en disent tellement long. Hein, c'est à ça qu'on voit les grands cinéastes. Et là, la différence, c'est que donc dans le film, Debbie va revenir dans le cadre. Autrement dit, ce qui était voué hors-champ revient dans le champ, et plutôt que le champ se mobilise pour l'expulser, il y a la pulsion de John Wayne et Tad Edwards, avec la guerre de sécession, etc. Encore, on pourrait dire rétrograde, mais lié à une histoire de l'Amérique qui veut l'en expulser, et puis il y a l'autre qui va tenter de l'accueillir. Il va falloir que John Wayne fasse ce travail, on pourrait presque dire, de réadoption de quelque chose qui vient de l'ailleurs. Et le film est évidemment très important, puisqu'il nous demande, il interroge à ce moment-là l'Amérique sur son rapport à l'autre, au hors-champ, puisque c'est un rapport politique, en même temps que c'est un rapport spatial. Est-ce que ce qui vient de l'ailleurs a le droit au cadre? Autrement dit, est-ce que ça a le droit au sol aux États-Unis? Hein, et c'est un film prodigieux, c'est un film moderne, puisque Ford nous dit, oui, il a le droit au cadre. Il faut réaccueillir, c'est très difficile, c'est très compliqué, John Wayne bataille contre lui-même, etc. Mais il faut le réaccueillir, et quand il la soulève, vous vous souvenez de ce plan-là, un plan absolument prodigieux, puisque Ford ne cadre que son buste, et on a l'impression qu'il soulève la petite fille qui était américaine avant qu'elle soit en captivité. Au début du film. Et d'ailleurs, il se trompe de prénom. Exactement, c'est ça. Mais il part à la fin. Mais il part à la fin du film. Oui, parce qu'il considère en grand personnage, on pourrait dire fordien, que lui-même, il sait, alors là on parlait du Guépard de Visconti, il est comme Burt Lancaster. Il y a deux façons. Burt Lancaster dans Le Guépard, il est comme John Ford, John Wayne a fait après du désert. Il a pris acte de la nouvelle donne. Il a pris acte qu'aujourd'hui, il va falloir accueillir le hors-champ, l'autre, l'étranger, l'Indien, peu importe, le noir, bientôt, l'histoire qu'on a refoulée. Il va falloir à nouveau réouvrir les bras de la communauté pour qu'elle se ressoude, parce qu'une communauté qui exclut, c'est une communauté qui meurt. Hein, mais qu'en même temps, son temps à lui est passé. Il a fait ce geste de passation, exactement comme le prince Salina le fait avec Tancrède. Il lui dit, je comprends ce nouveau monde, je comprends, je constate qu'il a lieu, je te passe le relais, mais en fait, ce monde-là, je vais m'en absenter parce que c'est pas le mien. C'est très beau, cette idée justement que d'un personnage qui se rend compte que l'histoire est allée plus vite que lui. Et donc, il rentre dans la profondeur, l'image plus que célèbre du dernier plan du film de John Wayne. Mais là où évidemment, où le film est très très beau, c'est qu'il y avait plein de façons de faire sortir John Wayne du cadre. Soit il y avait le faire sortir par les côtés, l'oublier, le faire disparaître. Non, là, il le réifie à l'intérieur de l'espace. C'est-à-dire que l'homme meurt, mais devient un mythe. Parce que c'est une des images les plus mythiques de l'histoire du cinéma américain. De dos, la démarche de John Wayne et l'inscription, on pourrait presque dire minérale de Wayne dans Monument de Vallée. Il n'est plus là, mais il sera là pour toujours. Et l'histoire a donné raison à Ford. Et donc, cette espèce de question politique, qui est aussi une question du rapport entre le champ et hors-champ, donc une question de mise en scène, va évidemment être au cœur des années 70, qui va être une décennie dans l'histoire du cinéma américain, où d'un seul coup, la mise en scène et l'Amérique elle-même et la communauté va faire l'épreuve de l'autre. Mais à la fois les Indiens, par Little Big Man, si on reprenait l'histoire du point de vue des Indiens, qu'est-ce que ça donne? Ça va être l'arrivée des minorités, la question du noir, la question des femmes, tout ce que l'histoire américaine avait d'une certaine manière refoulé au prix d'une histoire officielle. Les gens les plus contempteurs diraient au prix d'une propagande. Dans les années 70, qui est le grand moment critique ou de réexamen, si on veut, de la mythologie américaine, hein, toutes ces choses-là vont faire retour. Donc on comprend que La Prière du désert a été à ce point un film, je dirais, moteur, matriciel, qu'on a cessé envie de refaire, puisque un jour, dans Hardcore de Paul Schrader,
et ben l'autre c'est le milieu débauché de Los Angeles, de la sous-culture, du milieu pornographique, etc. Dans Joey de George Avildsen, que j'ai passé dans le texte, mais j'aurais dû le faire. Peter Boyle pas très connu oui, ce film. Part à la recherche de sa fille qui s'est égarée dans le monde des hippies. Voilà. Et les hippies, c'est aussi une sorte d'autre dans les années 70. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Mais c'est important, à mon avis, de vraiment comprendre cette idée que le cinéma moderne américain, qu'on pourrait dater grosso modo à la fin des années 50, mais qui va vraiment exploser après la fin des années 60. Il y a un moment de latence dans le cinéma américain pendant 10 ans, un moment un peu malade, pathologique, presque de crise de nerfs. Ça serait encore, j'imagine, une autre émission à faire absolument passionnante. Mais avant la fin des années 60, le moment moderne du cinéma américain, je ne sais plus si je l'appelle comme ça, peu importe, c'est le moment où le hors-champ devient le hors-champ intérieur. Voilà, où le mal est intérieur. Donc, Leatherface, dans Massacre à la tronçonneuse, film prodigieux. Le coup de génie de Toby Hooper dans Massacre à la tronçonneuse, indépendamment, on ne va pas revenir sur ce film, mais il tient à un plan, à mon avis, qui montre, et je l'avais souvent dit à Toby Hooper, je lui avais dit, il y a le coup de génie de l'efficacité du film, c'est lorsque Leatherface, au début, referme le rideau de fer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais oui. Et je lui avais dit, le coup de génie, c'est d'être resté pendant 2 secondes sur le rideau fer fermé. Autrement dit, sur l'idée qu'en tant que spectateur, vous nous privez d'une image qu'on ne peut plus voir. Ça, c'est absolument génial. Et l'autre coup de génie, c'est le moment où Leatherface vient de faire son premier massacre, vient de pendre une des vacancières à un crochet de boucher, une des images les plus violentes de l'histoire du cinéma américain. Et dans le cinéma classique américain, Leatherface aurait été un monstre. Ça serait resté un monstre, un homme avec la face de cuir qui poursuit des gens avec une tronçonneuse. Et là, l'homme, cette espèce de type, va s'asseoir près d'une fenêtre, et très lentement, Toby Hooper s'approche de lui, et plus il s'approche de lui, plus il s'approche de l'humanité du personnage, jusqu'à aller cadrer son œil, et on se rend compte que derrière le monstre, qui aurait été celui des années 50, se cache un enfant qui vient de faire une bêtise. Ça, c'est prodigieux. C'est-à-dire que le monstre, dans les années 70, il est comme vous et moi. Et c'est pas pour rien que le zombie, qui pour moi est une des très rares figures mythologiques créées par le cinéma américain des années 70, explose en 68. Le zombie, on pourrait presque dire, c'est la figure la plus théoriquement pure de la prière du désert. C'est-à-dire que eux, c'est nous. Voilà. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi. Je vais le lire. C'est page 121. Alors attendez. Voilà, c'est page 121. C'est quand vous écrivez sur 3 films de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un flic. Concernant Melville, vous dites c'est très court. Là, pour le coup, ça va être très très court. Ainsi, le cinéma de Melville regarde-t-il l'enfance du cinéma, mais du point de vue de sa résistance, tissant un lien entre l'humeur mélancolique d'individus guettés par une sorte d'être déjà mort, un mort n'arrête personne, lance Deneuve à Delon dans Un flic, ou le carton final de l'Armée des Ondes qui nous apprend que les occupants de la voiture que l'on vient de quitter sont morts, et le désir, malgré tout, de rouvrir ce coffre plein de vieux jouets abîmés qui, pour dater qu'ils soient, provoque encore et toujours l'exaltation de ceux qui les remettent en marche. Mais si ce cinéma de Melville, s'il regarde l'enfance du cinéma, c'est parce que lui-même, à la base, c'est un cinéphile. Il y a une cinéphilie déjà en lui qui est ancrée. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que, et vous l'avez dit à un moment, et je crois que c'est dans l'introduction, c'est que, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on soit habité pleinement par le cinéma. Vous dites même que c'est devenu basique de dire cela, mais ça reste toujours la chose la plus importante. Et pourquoi je parle de l'enfance, et pourquoi je parle de cet extrait, et pourquoi je parle de la transmission? Parce qu'en fait, compte, et c'est ça qui est fascinant dans ce livre, et on en parlait hors caméra au début de l'émission, c'est que il y a 2 façons de regarder le cinéma. Il y a le cinéma regardé par les spectateurs, et il y a un autre cinéma qui est regardé différemment. Et vous dites c'est un peu le cinéma vu de hauteur et le cinéma populaire. Et dans ce livre, ce qui est passionnant et ce qui revient depuis maintenant, peut-être depuis 30 ans, 20-30 ans, c'est que on peut tout mettre dans le même sac, c'est du cinéma. On peut mettre Antonioni et Dario Argento, c'est du cinéma. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est devenu en vous, mais vraiment un aspect important, si on peut appeler ça, d'une bataille critique.
Ah, mais là, en fait, là, vous touchez, vous pointez du doigt, en fait, quelque chose, à mon avis, de structurant. C'est-à-dire quelque chose qui n'a, pour le coup, vous voyez, les textes évoluent, la pensée évolue, mais ça, c'est quelque chose qui n'a, de mon point de vue, jamais varié d'un iota. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que même dans la construction du livre, je tenais, alors qui n'est pas du tout de ligne chronologique, mais la vraie, le vrai principe qui pour moi organisait la façon dont les textes allaient se succéder, c'était l'idée qu'on passe d'un texte dit de culture haute à un texte de culture basse, sans jamais dire voilà la culture haute, voilà la culture basse, que tout se mélange, qu'on puisse passer, il y a un texte sur le Guépard de Visconti, puis il y a un texte sur Castellari. Il y a un texte sur De Funès et un texte sur Melville. Il y a un texte sur la dernière fanfare, un texte sur Mandingo, et puis ensuite un texte sur Spring Breakers. Donc ça, parce que d'abord, je pense qu'on ne peut aimer le cinéma que totalement. C'est tout. Il y a pas, on n'aime pas le cinéma de façon sélective. Si on aime le cinéma de façon sélective, je suis un peu dur, mais je le pense, on l'aime pas. On aime le cinéma que totalement. À partir de là, on doit être, on revient à notre ami John Ford, on doit être fordien. C'est-à-dire que le cinéma, c'est une grande table et tout le monde y a sa place. Si on commence à penser qu'il y a un hors-champ, qu'il y a des gens à exclure, qu'il y a des gens qui doivent y être et d'autres pas, d'autres qui n'auront qu'un strapontin et d'autres qui auront un fauteuil de roi, on n'a rien compris à ce que c'est que le cinéma. À mon avis, rien du tout. Un enfant, et souvent on tombe en cinéma ou en cinéphilie quand on est plutôt jeune, hein, c'est rare qu'on commence. Hein. Est-ce que l'enfant, il est en train de se dire, là je suis en train de regarder un Walsh, très bien, Citizen Kane, très bien, et puis là un film d'Alan Dwan populaire ou même un Verneuil? Non, il ne se pose pas ces questions-là au départ. Et après, les codes sociaux, voilà, plein de choses font qu'on se met à mettre un vêtement finalement qui altère cette espèce de première impulsion qu'on a eue pour le cinéma. Ça, il y a un critique américain que j'aime bien qui s'appelle Manny Farber, et il y a eu un ensemble de ses écrits parus chez POL d'ailleurs. Et Manny Farber avait une expression géniale, et il disait la critique a une tendance, et même parfois certains cinéastes se prennent au jeu de la critique et font même des films pour la critique ou anticipant ce qu'on va raconter d'eux, ce qui est le truc le pire évidemment. Et il disait qu'il y avait deux arts. Il y avait ce qu'il appelait l'art des éléphants blancs. Vous savez, c'est l'art des éléphants blancs, c'est ces cinéastes voilà, oscarisés, qui ont des palmes, des prix, etc., et qui avancent avec une espèce de grande dorure qui serait un peu grotesque, comme dans un film de Fellini, hein, voilà, le roi important. Et puis il disait, à côté de ça, il y a l'art termite. Ça, c'est Raoul Walsh, c'est Samuel Fuller. Et lui préférait l'art termite. Pour lui, le cinéma est un art populaire et c'est l'art termite. C'est un art qui, à la fin, restera et plus intelligent par rapport à ceux qui clament leur aristocratie. Et c'est intéressant d'avoir cette distinction-là en tête parce que la critique de cinéma, elle a pendant très longtemps et même encore un peu par moment fonctionné sur cette distinction entre on pourrait dire, entre des objets nobles et des objets impurs. Entre de l'éléphant blanc et l'art termite. Moi, je crois que c'est la conversation qui est évidemment productive. Vous citiez Antonioni et Argento, mais je pense qu'on ne comprend pas bien Argento si on ne va pas aller faire un tour du côté d'Antonioni, et on ne comprend pas bien Antonioni, je pense à Identification d'une femme en 82, si on ne fait pas un tour du côté d'Argento. Donc, c'est la conversation qui est productive. Quand les cinéastes qu'on aime, les grands cinéastes qu'on aime, font leurs films, ils ne font pas des films en se disant « je vais faire un film de la culture haute ». Je veux dire, Fritz Lang lisait des romans de gare. Hitchcock n'a adapté que des mauvais romans, quasiment. Ils allaient voir des Fumetti. Quand vous regardez les films de Fritz Lang, c'est vraiment un mélange accompli, on pourrait dire, de culture savante. C'est les Nibelungen et en même temps des bandes dessinées, vous voyez, des romans criminels de base. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'absolument capital. C'est que tout le monde a sa place à la table, et même c'est comme ça qu'on comprend le cinéma, quand on arrive à faire converser tout ça. Et d'ailleurs, on sait combien, à un certain moment de l'histoire du cinéma, dans les années 60-70, le cinéma de genre, longtemps considéré comme impur, et ce qui a aussi permis à un certain type de cinéma dit d'auteur de pouvoir pour se poursuivre et survivre d'une certaine manière. Hein. Mais le travers dans lequel, me semble-t-il, il ne faut pas tomber, le risque, c'est que ce n'est pas parce que tout le monde a sa place à la table que tout se vaut. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Torres. Je rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien qui renvoie directement à la page du livre si vous voulez le procurer. Écrit, le livre s'appelle Quelle était verte ma vallée, c'est édité chez Magnani et je remercie beaucoup Jean-Baptiste d'être venu pour nous parler un peu, Merci à vous, pas forcément de l'intériorité du livre, mais au moins de ce qui en découle, c'est-à-dire la notion de critique, l'écriture et tout le reste. Et un beau livre de 500 pages et c'est très important de regarder tout ça un peu pour voir un peu aussi comment un certain cinéma évolue et comment aussi on évolue avec ce cinéma-là et j'ai trouvé ça assez passionnant. Merci beaucoup pour votre patience et votre disponibilité. C'était un plaisir. En tout cas. C'était un plaisir, comme à chaque fois. À très vite alors. Bonne journée à vous. Bonne journée. Générique. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.